Salut Aurélien Bocan, Salut, comment ça va? ça va très bien. Salut Pierre, Salut. merci d'avoir accepté notre invitation. Aurélien, alors tu es le président de l'association AIDS, la première association française de lutte contre le VIH, et le SIDA et les hépatites virales. Tu es aussi membre fondateur de Coalition Plus, un réseau international d'ONG communautaires de lutte contre le VIH. Demain, le 1er décembre, c'est la journée de la lutte mondiale contre le SIDA. Le 1er décembre 2020, la maladie est apparue à la fin des années 70, il y a donc plus de 40 ans. On en est où de l'épidémie de SIDA? On en est à un moment où en fait on sait qu'on peut mettre fin à l'épidémie d'ici 2030. Alors on n'aura pas de vaccin, hein, ça c'est très clair parce que ça fait des années qu'on cherche et on ne trouve pas. Par contre, on a des traitements aujourd'hui qui sont très très efficaces. Et on sait, l'état de la science nous permet de le dire, c'est que avec l'efficacité du dépistage et des traitements, si demain on dépiste toutes les personnes qui ignorent leur statut sérologique et qu'on les met toutes sous traitement, on va arriver à la fin de l'épidémie. Alors, quand je dis ça, pourquoi je le dis? C'est tout simplement qu'une personne vivant avec le VIH sous traitement est dans l'impossibilité de transmettre le virus. Donc aujourd'hui, en fait, c'est la stratégie qui a été arrêtée par ONU-SIDA, qui est l'agence des Nations Unies pour combattre le VIH, tout simplement pour mettre fin à l'épidémie. Donc en fait, on utilise à peu près c'est la même tactique en fait que pour le Covid. C'est comment on dit, on détecte, on isole et après on traite. C'est exactement ça. Sauf que nous, en fait, on n'isole pas finalement parce que derrière ça, on détecte, on met sous traitement et pour le coup, il y a pas de problème. Sauf que ce qu'on constate, c'est que quand on traite de PIVH, quand on traite d'hépatite, en fait, il faut traiter aussi de la lutte contre les discriminations. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que les populations les plus vulnérables à ces pathologies-là sont aussi les plus vulnérables au VIH. Tout simplement parce qu'au quotidien, elles vivent stigmatisation, déni de droits, refus de soins, refus de prévention, pour plein de raisons, parce que se sentant stigmatisées, se sentant jugées aussi, elles ne vont pas forcément avoir accès aux services que toute la population générale. Donc, on a une espèce de cercle vicieux. Si on regarde la situation actuelle avec le Covid, ça s'est d'autant plus aggravé. Je prends quelques exemples. Par exemple, les migrants, les travailleurs du sexe ou les usagers de drogue se trouvent encore plus au banc de la société. Donc finalement, j'ai envie de dire, toute l'expérience qu'on a pu accumuler en 40 ans de lutte contre le VIH, à savoir aller chercher la parole des personnes qui savent finalement par leur vécu et leurs expériences comment aller mieux et comment trouver des solutions avec elles, on s'aperçoit qu'avec le Covid, ça n'a pas du tout été le cas. On parle de comité citoyen qu'on attend toujours. On a un comité scientifique très bien, mais c'est un comité d'experts, un comité de sachants. Mais finalement, les personnes qui vivent au quotidien, qui ont été infectées par la Covid, par exemple, à aucun moment, finalement, on a pris soin de s'arrêter, de les écouter et de recueillir quelque part finalement les stratégies qu'elles ont pu mettre en œuvre aussi. Je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre des personnes qui l'ont vécu en direct. On va revenir sur ce que tu évoquais en termes de discrimination et notamment ce qu'on peut nommer la sérophobie. Mais quand même, encore un mot sur la question que Pablo évoquait. Il a rappelé que ça fait 40 ans qu'on connaît le virus. Qu'est-ce qui s'est passé en 40 ans? Est-ce que tu parlerais d'une absence de volonté politique quand on voit évidemment dans une autre… on a parlé du Covid, par exemple, on a vu la mobilisation scientifique, la mobilisation des fonds, des moyens, des États qui ont dégagé beaucoup, beaucoup d'argent. Est-ce que ça bloque encore les soutiens financiers des États pour la lutte contre le virus ou pour la recherche justement sur le VIH? Alors, c'est vrai que ta question, elle est à tiroir parce qu'il y a clairement pas mal de choses à dire. Bon, déjà, faire un peu d'histoire, de dire que finalement, jusque fin des années 80, début des années 90, on va pas se mentir, le politique s'en foutait un peu du VIH. On voit les années Reagan, Mitterrand qui a tardé aussi, en tout cas avec ses différents gouvernements, à agir en conséquence. La recherche et les médecins ont tout de suite
en tout cas presque tout de suite, étaient sur le devant de la scène. Au départ, les personnes qui vivent avec le VIH, c'était pire que des pestiférés, on n'y touchait pas. Elles crevaient dans l'indifférence générale et internationale parce que de toute façon, il n'y avait pas de traitement. Donc ça, c'est le premier point. Après, ça a évolué à partir du moment où on a eu des traitements, il y a eu des investissements. Les labos se sont rendus compte qu'il y avait aussi un marché, on ne va pas se leurrer, et que c'était devenu un combat politique, tout simplement parce que les mouvements militants se sont mobilisés. Il y a eu Aide en 84, il y a eu ACT UP fin des années 80, début des années 90, et puis effectivement, il y a tout un mouvement associatif, politique et militant qui s'est mis en place. Ensuite, derrière ça, on a fait aussi appel à l'expérience des personnes parce que on sait qu'au début du VIH, et pour toutes les pathologies, c'est la même chose, on ne donne jamais la parole en fait au patient. Le patient, il ne peut pas être acteur de sa maladie finalement, c'est le médecin qui va décider à sa place, c'est le spécialiste en épidémie qui va choisir à sa place, et c'est le politique qui va lui dire quoi faire. Toutes ces expériences sont là, et je le disais tout à l'heure depuis 40 ans, forte est de constater que pour le Covid, en fait, on a fait comme si de rien n'avait existé. On n'a pas pris en compte finalement l'expérience des différentes pathologies et des différentes épidémies qu'on a pu avoir auparavant. Même si on se rappelle de ce qui s'est passé il y a quelques années avec Ebola en Afrique, là, effectivement, sur des territoires très localisés, très identifiés, on avait inclus directement les personnes et les populations infectées. Sur le Covid, ce n'est pas pareil. Là, la différence aussi peut-être avec cette épidémie, c'est que c'est une épidémie qui potentiellement concerne tout le monde. Mais à l'inverse, c'est que ça va, j'ai envie de dire, mettre de côté tout le reste. C'est-à-dire, on ne va plus parler de discrimination, on ne va plus parler des populations les plus infectées, on va faire des grosses généralités et en fait, on va rajouter de la discrimination à la discrimination, de la précarité à la précarité, parce que les populations déjà à la base qui ne vont pas bien vont encore moins bien aujourd'hui. Je parlais des travailleurs et travailleuses des sexes, par exemple, tout à l'heure. On a une loi de pénalisation du client qui a été votée il y a 3 ans, qui a été catastrophique, et les associations le disaient depuis le départ. Et finalement, tout ce qu'on avait prévu, c'est réalisé, c'est-à-dire les personnes concernées éloignées des centres-villes, les clients qui font pénaliser finalement le risque, enfin, qui font prendre le risque qu'ils prennent et qu'ils le reportent sur les travailleurs du sexe, augmentation de la violence, des assassinats qu'on a vus ces dernières années qui ont augmenté de façon assez considérable, et puis tout simplement éloignement du soin et de la prévention, et automatiquement, je vous le donne en mille, augmentation des nouveaux cas d'infection. Donc finalement, discrimination qui rajoute à la discrimination, précarité qui rajoute à de la précarité, et un système aussi en France, quelque part, de discrimination qui est institutionnalisé parce que bon, je vous parle de, la loi, de cette loi de pénalisation, mais on peut aller encore plus loin si on déroule le fil. Sur les usagers de drogue, c'est la loi de 70, donc c'est la loi de pénalisation, que ce soit de la consommation, du trafic, on ne fait pas la différence. Et puis sur les migrants, ça va être la remise en cause chaque année de l'AME, de l'aide médicale d'État, et on va grignoter année après année des droits, des libertés qui font finalement le lit de l'épidémie, et ça ne va pas en s'arrangeant. Alors, je finis juste sur ça. On sait aujourd'hui qu'il y a des traitements efficaces. Je le disais tout à l'heure, une personne qui vit avec le VIH ne transmet plus le virus à partir du moment où elle a un traitement. Mais derrière ça, ce n'est pas pour ça que ça va arranger les choses, en fait, parce que autant le VIH a changé, on n'est plus d'une maladie mortelle, on est plutôt maintenant sur une pathologie chronique. Mais la vision d'une personne qui vit avec le VIH, elle n'a pas tellement changé. On est toujours en fait de cette vision assez culpabilisatrice, assez montrage du doigt finalement. Si aujourd'hui tu es infecté, c'est de ta faute. Non. Nous, ce qu'on a appris avec l'épidémie du VIH, c'est que finalement, une crise sanitaire, c'est révélateur, c'est révélatrice des dysfonctionnements au sein d'une société et en l'occurrence des populations qui sont mises de côté. Alors là, quand tu parles de traitement, tu parles de traitement de gens qui ont le VIH, mais il y a aussi depuis quelques années maintenant un traitement préventif qui est souvent appelé, qui s'appelle la PrEP, qui est une aussi des solutions sérieuses envisagées pour lutter contre la propagation du virus.
Est-ce que tu trouves que le déploiement de cette PrEP à l'échelle mondiale, mais surtout à l'échelle française, tu trouves que c'est à la hauteur des enjeux? Tu trouves que on en parle assez, les gens, c'est devenu… enfin, est-ce que c'est possible, en gros, de prendre de la PrEP facilement en France? Alors, la PrEP, elle est arrivée début 2016. En fait, c'était un des premiers combats de Aide de ma présidence quand je suis arrivé sur ce poste-là. Euh, C'était quelque chose d'assez fort finalement parce que donc la PrEP, peut-être leur expliquer, c'est prophylaxie pré-exposition. C'est un peu barbare. Donc, en gros, ça veut dire qu'on peut prendre un traitement préventif avant une relation potentiellement exposée au VIH. Donc, ça veut dire qu'en gros, c'est comme le palu, vous allez dans un pays tropical, vous prenez un traitement avant d'être exposé finalement au risque. Là, c'est la même chose. On prend un traitement sous forme de pilule avant exposition potentielle. Donc ça révolutionne quelque part la palette d'outils de prévention qui sont à nos dispositions, donc que ce soit le préservatif, le dépistage, le traitement comme pour avoir l'indétectabilité et donc maintenant la PrEP. C'est formidable. Au départ, c'était vraiment réservé aux populations les plus vulnérables au VIH, à savoir les EHSH, des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, pour pas dire gay pardon, et bi, travailleurs du sexe, trans, population migrante à risque, souvent subsaharienne pour le coup. Mais derrière ça, le déploiement s'est pas fait à hauteur. En fait, on avait estimé que au départ, il nous fallait, en tout cas sur la population gay et bi, 40 000 personnes sous prescription qui puissent justement bénéficier de cet outil et pour qu'on ait véritablement un effet sur la baisse des futures infections. Euh, donc là, pour le coup, c'était un bel objectif. Malheureusement, aujourd'hui, on traîne la patte. Hein. Après 4 ans d'existence, on doit être entre 25 000, 30 000 donc personnes sous PrEP, 98% plutôt gays et bi. Et là, ce qu'il faudrait, c'est toucher les autres populations migrantes. Enfin, là où on sait que le virus est présent et qu'il circule énormément, parce que c'est là qu'en fait les personnes subissent les vulnérabilités, les discriminations. Moi, je trouve que ce qui manque aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas eu l'accompagnement de l'État sur des grosses campagnes nationales pour dire ce que c'est la PrEP ou ce que c'est que l'indétectabilité. Parce que pour moi, c'est les deux qui vont avec, en fait. Il faut qu'on parle de ces outils-là, de ces bonnes nouvelles. Jusqu'à présent, il n'y a que Aide qui a fait ces campagnes-là. Alors, on a beau être la plus grosse association européenne de lutte contre le VIH, hépatite et lutter contre les discriminations au quotidien, il est sûr qu'on n'a pas la force de l'État de pouvoir toucher tout le public. Et il faut arrêter de penser qu'en fait, les populations vulnérables, c'est à part, j'ai envie de dire, de la population française de manière générale. Non, on fait partie de ces populations, de cette population-là. Et en plus de ça, on est invisibilisé. On n'ose pas parler en fait de ce qu'on est, tout simplement, pour plein de raisons. Et donc, on est diffus dans la population globale. Si on refuse de diffuser ces messages dans la population, dans la population globale, les messages passeront pas et ça ne marchera pas cette stratégie de fin d'épidémie de VIH. Donc là, en fait, ce qu'on appelle, c'est que l'État prenne ses responsabilités et qu'elle continue de façon beaucoup plus poussive ces messages de prévention. Et je vais finir avec ça aussi. Aujourd'hui, on a un problème en France, c'est qu'on oppose toujours prévention et curatif. C'est qu'on considère qu'à partir du moment où il va y avoir des traitements, on va faire moins de prévention. Et c'est clairement ce qui s'est passé avec le VIH. Hein. Moi, je fais partie de cette génération, et je pense qu'on a à peu près le même âge, mais où dans les années 90, on était matraqués quelque part en termes de prévention en santé sexuelle, que ce soit au collège, au lycée, dans les facs. Aujourd'hui, avec l'arrivée des traitements efficaces début des années 2000, en fait, on a réduit la voilure en disant maintenant on a les traitements, on n'a plus forcément besoin de tout ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Enfin, je veux dire, si on arrête la prévention aujourd'hui, si les chiffres qu'on a aujourd'hui chez les jeunes qui ont quand même un défaut d'information sur les modes de transmission de VIH, hépatite ou IST, c'est une catastrophe. Et donc, si on arrête la prévention, l'épidémie, elle va repartir. On pourra avoir tout ce qu'on veut en termes de traitement. Je rappelle quand même que le VIH, ce n'est pas terminé. OK, on a des traitements efficaces et qui empêchent la transmission, mais un traitement, c'est à vie. Tu évoquais tout à l'heure justement les discriminations et ce qu'on appelle la sérophobie, qui est encore une réalité, hélas, aujourd'hui en 2020.
Est-ce que tu dirais que l'accueil, notamment des patients, que ce soit à l'hôpital, chez le médecin, il y a encore un fond de sérophobie? Est-ce que des personnels de santé qui ont des réactions inappropriées, ça se voit encore aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a des formations? Est-ce qu'aujourd'hui, cette situation de l'accueil est plus adaptée? Clairement, ce qui manque aujourd'hui chez les médecins, c'est de la formation. Tout le monde n'est pas épidémio, tout le monde n'est pas spécialiste sur le VIH ou les hépatites. Je rappelle quand même que la formation d'un médecin sur ces thématiques de VIH et hépatite, c'est à peine une journée, en fait, sur tout un cursus. Donc, c'est quand même 10 ans d'études, un médecin. C'est pas assez. Et puis, je rappellerai aussi que finalement, le corps des médecins, c'est ce qu'on retrouve au niveau de la société. Donc, il y a tout. On va avoir des personnes très progressives, des personnes qui vont être très réactionnaires, des personnes qui vont être racistes, des personnes qui vont être beaucoup euh, dans la diversité, enfin, qui vont promouvoir la diversité et qui vont aider les personnes. Donc, en fait, on a de tout. En fait, il faut arrêter de penser que le médecin, c'est le bon samaritain, etc. Il y en a comme partout, mais il y a aussi je ne vais pas dire des très mauvais médecins, mais qui arrivent aussi avec ce qu'elles sont et avec leurs convictions politiques, religieuses, etc. Donc oui, il y a encore énormément de travail à faire. Il y a des refus de soins. Nous, on fait des testings assez réguliers à aide auprès de généralistes, de spécialistes comme des médecins ou des gynécos. Et on a autant sur les généralistes, ça va à peu près, pour être tout à fait clair. Sur les spécialistes, c'est une catastrophe. Je prends toujours l'exemple de dentistes qui font des refus de soins parce qu'ils savent que la personne vit avec le VIH et ils vont lui dire bon, au pire, on peut peut-être vous recevoir, mais ce sera peut-être plutôt à la fin de la journée, comme ça nous laisse le temps de tout désinfecter. Mm. Je ne sais pas, enfin, vous êtes dentiste, la logique voudrait que systématiquement une personne passe vous désinfectez. Enfin, vous touchez du sang, il n'y a pas que le VIH comme pathologie en maladie du sang. Donc, enfin, voilà, ça me semble quand même en 2020 encore assez particulier. Et au-delà de la question sanitaire, de la question de la santé, de l'accueil dans l'hôpital ou chez les médecins, sur le quotidien d'une personne porteur du VIH, il y a encore des blocages. Je pense notamment à la question des crédits, C'est ça. d'accès auxquels tout le monde devrait pouvoir avoir. Il y a encore des discriminations là aussi? Ah, mais complètement. Enfin, les discriminations, nous, on fait des rapports assez réguliers là-dessus, hein, tous les ans. Bon, déjà, la sérophobie, elle est présente au niveau de sa famille, au niveau de son intimité, au niveau du travail. Il y a certains métiers encore hein, qui sont fermés aux personnes vivant avec le VIH. Je pense aux métiers de l'armée, aux pompiers. En fait, c'est surtout des métiers sur la fonction publique, simplement parce qu'ils font appel à un référentiel. Je passe les détails qui date des années 80 et qui n'a pas du tout été mis en jour et qui ne met pas en avant justement les avancées scientifiques et les traitements efficaces sur le VIH et les hépatites. Et puis ensuite, effectivement, vous avez un projet professionnel ou personnel d'emprunt et d'accès à l'assurance, vous avez une surcote en fait quand vous vivez avec le VIH, ce qui fait que ça vous coûte beaucoup plus cher que d'autres. Donc finalement, c'est une discrimination. C'est une discrimination qui est institutionnalisée. Nous, on a beau travailler avec les banques et les assurances, c'est quelque chose qui persiste parce qu'effectivement, eux considèrent que c'est un risque que de donner un emprunt ou une assurance particulière à une personne qui vit avec le VIH. Quand on voit ça, finalement, on se rend compte que autant la perception du VIH en France, elle a changé, parce qu'on est passé d'une maladie mortelle à une pathologie chronique, et je vais même aller plus loin, c'est que certaines personnes considèrent qu'on ne meurt plus du VIH. En tout cas, en France, c'est vrai, dans le monde, c'est pas vrai. Je rappelle quand même qu'il y a 700 000 personnes dans le monde qui meurent chaque année des suites de complications de VIH. On a la chance d'être en France, on a tout ce qu'il faut. Par contre, on a toujours 6200 contaminations chaque année, qu'un traitement, c'est à vie, et que même si la perception du VIH a changé, la perception de la personne qui vit avec le VIH, elle n'a pas changé. On est toujours sur de la peur, de la sérophobie et du montrage du doigt parce que, je veux dire, de quelque chose de très fort. Le VIH est toujours associé à l'activité sexuelle. Et que quand on parle de sexualité en France, il y a toujours ce tabou, cette question euh, de mise sur le côté et de jugement, parce que justement, on parle de sexualité.
On a une dernière question, Aurélien. On a beaucoup parlé de la France depuis le début de l'entretien, mais la région la plus touchée par le sida aujourd'hui, c'est l'Afrique, avec avec plus de 60% des nouveaux cas. On y déploie assez de prévention, de traitement en Afrique. Là aussi, on met les moyens ou les moyens ils sont plutôt concentrés sur les pays occidentaux? Alors, en fait, il faut voir de logique. En fait, il y a les stratégies que que les États mettent en place pour eux-mêmes. Donc, bon, bah voilà, dans les pays occidentaux, ça se passe plutôt bien, à différence égale. En tout cas, la France, on a quand même un modèle qui est assez, il faut le reconnaître, assez exceptionnel et c'est vraiment un modèle qui est pris en avant par l'OMC. Un pays comme les États-Unis, pour le coup, c'est un peu plus compliqué. Quand vous avez accès à l'assurance, quand vous êtes plutôt blanc, c'est plutôt facile. Quand vous n'avez pas accès à l'assurance, quand vous êtes plutôt noir, racisé, et quand vous faites partie des populations que j'ai citées tout à l'heure les plus vulnérables, c'est beaucoup plus compliqué. En France aussi, mais dans une certaine mesure, on a quand même des garde-fous, hein, mais c'est pas tout rose. Par contre, ça l'est davantage quand on compare à des pays comme l'Afrique qui forcément ont des systèmes de santé qui sont beaucoup plus faibles que nous, qui ont des accès aux médicaments qui ne sont pas les mêmes non plus. Donc, c'est pour ça qu'il y a des dispositifs internationaux qui sont mis en place, comme United qui a été mis en place au début des années 2000, qui, en fait, qui prend de l'argent sur les taxations de billets d'avion pour financer en fait, l'accès à l'innovation thérapeutique dans ces pays. Et ensuite, on a une initiative conjointe du président Chirac et des États-Unis en 2002 qui a mis la création du Fonds mondial. Le Fonds mondial, en fait, c'était dans les objectifs du millénaire à l'époque, c'était de financer les 3 grandes pandémies, à savoir la malaria, le palu en gros, la tuberculose et le VIH. Et en fait, ce dispositif-là a vocation à intervenir dans les pays qui n'en ont pas les moyens pour mettre accès au dépistage, au traitement et accompagner les personnes qui en ont le plus de besoin. Aujourd'hui, c'est un fonds triennal qui vaut 14 milliards de dollars, dont la dernière conférence de la Constitution a eu lieu en France. Et là, effectivement, il y a eu une grosse pression des militants internationaux, alors aide en tête parce que forcément c'était en France, pour monter justement d'une participation qui était il y a encore 2 ans à 12 milliards pour monter à 14 milliards. Donc là, on y est arrivé. C'était vraiment le minimum, en tout cas, pour arriver à cet objectif de fin d'épidémie de 2030. Là où je suis assez inquiet aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a une baisse constante du nombre de morts du VIH chaque année. Pour la première fois, il y a 2 ans, on est passé sous la barre des 1 million de morts chaque année. Là, je vous avoue qu'avec le Covid qui est arrivé, je suis assez inquiet parce que j'aurais tendance à dire qu'une épidémie en cache une autre, voire même cache les autres, parce qu'il n'y a pas que le VIH qui est concerné non plus. Finalement, il y en a tellement que pour le Covid. Et je ne suis pas en train de remettre ça en question, pardon. Mais le fait est qu'on ne peut pas parler d'autre chose. C'est hyper compliqué de parler de VIH, c'est hyper compliqué de parler d'oncologie, de cancérologie, dans un contexte où finalement, il n'y a que le Covid, que ça concerne tout le monde et qu'il y a énormément d'argent qui est mis sur les vaccins. Enfin, vous vous rendez compte quand même, il y a plus de 150 à 200 milliards de dollars qui ont été mis en investissement sur un vaccin pour le Covid. Oh, Sur non, le non. VIH, on n'a jamais été à ces niveaux-là et sur n'importe quelle autre pathologie. Donc, tout simplement parce que ça concerne tout le monde. Mais encore une fois, est-ce que ça concernera les plus faibles en termes de priorisation? Les plus faibles aujourd'hui, on parle des petits vieux qui se feront vacciner en priorité, mais on ne parle jamais des autres populations vulnérables qui sont les plus précaires ou qui souffrent de vulnérabilité du fait des discriminations qu'elles vivent au quotidien. Merci beaucoup, Aurélien. Merci à vous.